Bonjour, donc effectivement je vais vous parler du vieillissement prématuré de l'arôme des vins rouges. C'est quelque chose qui de mon point de vue peut se produire sous tous les climats. Tout dépend de la variété cultivée, mais aussi, vous allez le voir, des choix des vignerons et des vinificateurs. Alors les résultats que je vous présente aujourd'hui, à midi, ce matin, je ne sais pas comment il faut dire, ont été obtenus par Alexandre Ponce à l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux. Alors, la réputation et la valeur des grands vins a toujours été intimement liée à leur aptitude au vieillissement, c'est-à-dire à une capacité de développer une complexité et une personnalité aromatique qui les caractérise et que l'on appelle le bouquet du vin. Alors, Laurent Dagan vous a parlé de la truffe dans le Mansin. C'en est une illustration, mais on peut parler aussi du caractère empyromatique des Cabernets ou du caractère pétrolé des grands Riesling. Enfin, il y a de nombreux exemples de développement de bouquets de réduction. Alors, malheureusement, un certain nombre de vins, qui peuvent aussi être des grands vins à un moment de leur existence, développent au contraire une évolution oxydative de leur arôme, et on parle alors de vieillissement défectueux du vin. Alors, les symptômes en sont une perte de typicité et de complexité, et finalement, une banalisation du vin qui conduit à une dévalorisation de ce vin. Le cépage n'est plus reconnaissable, l'origine n'est plus reconnaissable non plus, et donc le vin perd sa personnalité. Alors, s'agissant des vins blancs, ce défaut d'évolution prématurée de l'arôme a été, depuis plusieurs années déjà, largement stigmatisé dans la presse. Alors, bien évidemment, les vins les plus prestigieux, ceux dont on attend le plus, sont les plus montrés du doigt, évidemment les grands Bourgognes et aussi les grands liquoreux, par exemple. Et alors, les anglo-saxons, vous avez ici une représentation excusez-moi. Donc, les anglo-saxons, eux, appellent ce phénomène le prémox. Et si l'on considère le nombre de pages web et son évolution exponentielle au cours des dernières années, eh bien, on s'aperçoit à quel point ce problème est stratégique aujourd'hui pour l'œnologie. Alors, nous n'en sommes pas encore là pour les rouges, mais on commence de ci, de là à voir dans la presse des observations sur un vieillissement prématuré de l'arôme des rouges. Alors, bien sûr, les rouges sont moins sensibles à l'oxydation que les vins blancs. Pourtant, ils ne sont pas épargnés par cette évolution prématurée de l'arôme. Alors, elle peut se manifester dans les mous, mais aussi dans les vins issus de raisins surmûris. Elle peut également apparaître pendant la conservation en bouteille ou même pendant l'élevage en fût. Et les descripteurs associés à ce type d'évolution prématurée de l'arôme sont le pruneau, le fruit cuit ou la figue. Alors, cette évolution oxydative de l'arôme n'apparaît pas immédiatement, elle est progressive. Donc on assiste dans un premier temps à une perte de l'arôme fruité, puis apparaissent progressivement des notes de pruneau, puis de rancio et éventuellement de térébenthine dans les cas les plus extrêmes. Alors, notre démarche pour identifier les composés impliqués dans cette évolution prématurée de l'arôme des vins rouges a été comparable à celle mise en œuvre par le passé pour les vins blancs. C'est-à-dire que nous avons réalisé des extraits organiques de vin que nous avons analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée à l'olfactométrie pour localiser des zones odorantes spécifiques et ensuite pouvoir identifier puis doser les composés correspondant à ces zones odorantes. Donc ici, je vous présente deux extraits, la comparaison d'aromagrammes obtenus à partir d'extraits organiques de vins rouges non marqués par une évolution prématurée et de vins rouges marqués par une évolution prématurée. Alors on constate que dans les vins rouges prématurément vieillis, eh bien, il y a 3 zones odorantes qui rappellent les arômes utilisés par les dégustateurs pour décrire ce type de vin, qui sont le pruneau, que l'on appellera ZO1,
Une autre zone qui évoque plutôt le fruit cuit et la compote, qui est ZO2, mais qui n'est pas discriminante puisqu'elle est présente, comme vous pouvez le constater, à la fois dans les vins témoins et dans les vins issus de raisins, dans les vins prématurément vieillis. Et enfin, une troisième zone qui évoque, elle, nettement le fruit cuit. J'ai un problème avec comme vous pouvez le constater, avec le... Voilà. Et donc, qui elle, est également spécifique de l'apparition de cet arôme. Donc, 3 zones odorantes rappelant le pruneau et le fruit cuit. Seules 2 sont discriminantes, ZO1 et ZO3. Alors, nous avons fait le même exercice sur un vin témoin et un vin issu de raisins passerillés, de raisins surmûris. Et alors, on constate exactement la même chose, c'est-à-dire que ces 3 zones odorantes sont présentes dans les vins issus de raisins passerillés. Et donc, ces vins présentent à la dégustation un réel arôme de pruneau. Et il semble bien que la maturité du raisin et donc la date de récolte favorisent l'apparition de ce type d'évolution aromatique dans les vins rouges. Nous avons également pu montrer par la même technique que si l'on soumet un vin, si l'on sépare un même vin dans 2 récipients, l'un hermétiquement fermé et l'autre soumis à une aération pendant plusieurs jours jusqu'à saturation, eh bien, si l'on extrait ces vins après, on observe les mêmes 3 zones odorantes, ZO1 et ZO3 étant spécifiques de l'apparition de cet arôme, et eh bien, on peut dire que ZO1 et ZO3 sont formés par des mécanismes oxydatifs. Alors, évidemment, à partir de ces zones odorantes, il devenait important pour nous d'identifier les molécules correspondant à ces zones odorantes. Alors pour cela, nous avons essayé de nous faire une idée du type de molécules impliquées dans ces phénomènes et nous avons réalisé un traitement à l'hydroxylamine qui réagit avec les aldéhydes et les cétones et nous avons pu ainsi montrer que ZO1 et ZO2, mais ZO2, je vous l'ai dit, ne nous intéresse pas beaucoup puisqu'elle n'est pas spécifique des vins prématurément vieillis, que ZO1 possède un ou plusieurs groupements carbonyles. Nous avons ensuite, si on récapitule, nous avons 3 zones odorantes, 2 intéressantes, ZO1 et ZO3. Nous avons montré en utilisant 2 colonnes de polarité différentes qu'il n'y avait pas de problème de coélution. Et ZO2, je vous l'ai dit, n'est pas impliqué dans l'arôme de pruneau. En revanche, ZO1 et ZO3 sont formés à partir de mécanismes oxydatifs. Et ZO1, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est un aldéhyde ou une cétone associée à l'arôme de pruneau. Alors, le composé correspondant à ZO3 a pu être identifié à la gamma-nonalactone. C'est un composé dont l'arôme, si on le prend en solution pure, rappelle peu le caractère utilisé pour décrire l'arôme des vins prématurément vieillis, mais en dilution, eh bien, il peut apporter une nuance proche de ces descripteurs. Il a été identifié dans l'abricot, dans la pêche et dans d'autres fruits, et également dans les vins doux naturels. Et son origine dans le vin est mal connue, mais il pourrait provenir de l'oxydation poussée de certains acides gras insaturés, en tout cas dans les fruits. Le seuil de perception de ce composé en solution hydroalcoolique est de 27 microgrammes par litre, ce qui est relativement élevé, et de 60 dans les vins rouges. Nous avons pu étudier différents facteurs influençant la formation de ce composé dans les vins. Alors tout d'abord, nous sommes intéressés, puisque nous avions vu qu'il apparaissait dans les raisins issus de passerillage ou de maturation très poussée, nous avons étudié l'incidence du flétrissement, de la surmaturation sur l'apparition de ce composé. Donc sur 2 parcelles, dans un même millésime, sur 2 parcelles d'appellations différentes du Bordelais, donc Bordeaux et Saint-Émilion en l'occurrence, eh bien nous avons vendangé à 2 époques différentes, à la date où nous aurions vendangé de toute façon, et puis 15 jours plus tard. À partir de ces raisins, nous avons élaboré 2 vins, et nous avons dosé ensuite la gamma-nonalactone
dans le vin témoin et dans le vin issu des raisins flétris. On constate une augmentation très significative de la gamma-nonalactone dans les deux cas, c'est-à-dire dans les deux appellations, lorsque le raisin est ramassé en surmaturation. Cependant, je vous l'ai dit, la teneur en gamma-nonalactone, le seuil de perception se situe environ ici, et dans aucun des cas, le vin n'atteint, la teneur en ce composé n'atteint le seuil de perception. On peut simplement dire à ce stade qu'effectivement, la gamma-nonalactone est générée par des phénomènes de surmaturation. Alors, il y a un autre paramètre de la vinification et de l'élevage qui influence les teneurs en gamma-nonalactone, c'est l'utilisation de barriques et l'âge de la barrique utilisée. On constate ici que plus la barrique est récente, plus le bois est neuf, plus il y a de gamma-nonalactone dans les vins. Alors, là encore, le seuil de perception n'est pas atteint, mais on n'est pas si loin. Et on peut très bien imaginer qu'en cumulant une récolte très tardive et un élevage en barrique neuve à 100%, par exemple, on puisse atteindre le seuil de perception de ce composé. Alors, il y a deux hypothèses pour expliquer l'augmentation de la gamma-nonalactone dans les barriques neuves. C'est soit une hydrolyse de la lignine qui pourrait augmenter ce composé, soit éventuellement des phénomènes oxydatifs et donc une révélation à partir de précurseurs plus importantes dans les barriques neuves. Quoi qu'il en soit, ce composé que nous avons pu identifier et qui, dans les aromagrammes et dans les vins, peut avoir une odeur qui rappelle le pruneau, eh bien, elle est systématiquement rencontrée à une teneur qui est inférieure au seuil de perception. Donc, on ne peut pas dire qu'elle intervient directement sur l'arôme de pruneau ou de figue de ces vins, mais elle intervient à suite à des mécanismes oxydatifs. Alors, pour identifier le composé responsable de la zone correspondant à ZO1, et donc à l'arôme de pruneau spécifiquement, nous avons mis en place un protocole de purification à partir d'une extraction liquide à partir d'un volume important de vin, puis un préfractionnement sur HPLC et ensuite l'utilisation de la chromatographie gazeuse bidimensionnelle. Ensuite, nous obtenons des spectres de masse que nous comparons avec des produits purs pour confirmer l'identification du composé. Alors, nous avons pu ainsi identifier ZO1 à la 3-méthyl-2,4-nonandione, donc c'est une dicétone. Son descripteur varie dans des proportions, de façon très importante en fonction de la concentration rencontrée, puisqu'on passe de nuances mentholées, anisées, noyaux, pruneaux, à des choses vraiment anisées. C'est un composé qui est identifié dans les vins pour la première fois. On la trouve également dans les épinards, le soja, le thé vert. Et son origine aujourd'hui n'est pas connue, mais on peut envisager qu'elle puisse provenir de l'oxydation de certains acides gras furaniques. Son seuil de perception est beaucoup, beaucoup plus faible que celui de la gamma-nonalactone, puisqu'il est de 16 nanogrammes par litre. Alors, nous avons pu ensuite, après l'identification de cette molécule, nous avons pu mettre au point une méthode de dosage qui a été publiée par Ponce et al. En 2011 et qui est décrite ici rapidement, mais qui consiste en une extraction par des solvants organiques en utilisant l'octanol 3 comme étalon interne et ensuite la chromatographie couplée en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse en ionisation chimique pour l'identification. Voilà. Alors, nous avons évidemment utilisé, avec cette méthode de dosage, nous avons pu réaliser un certain nombre d'analyses et tirer un enseignement sur la contribution de ce composé à l'arôme de vieillissement prématuré des vins. Donc, nous avons étudié des vins blancs, rouges et rosés, et nous avons pu montrer que évidemment, chaque fois que nous analysons un vin, nous le soumettons à un jury de dégustation qui doit noter l'intensité de l'arôme prémox sur une échelle choisie. Et nous montrons ici que tous les vins considérés non prématurément vieillis renferment des teneurs en nonandione qui sont toujours très très en dessous du seuil de perception. Excusez-moi, mais la flèche est sur le... Je dois avoir des doigts trop gros, c'est pas possible. Donc là,
voilà, les vins rosés et rouges analysés et non jugés prématurément vieillis ont des teneurs qui sont nettement en dessous du seuil de perception qui se situe ici. Pour les vins blancs, la MND n'est jamais détectée, donc ça n'est pas du tout un bon marqueur pour les vins blancs. Et s'agissant des vins prémox, eh bien, les teneurs dans les vins rouges et rosés sont toujours supérieures ou avoisinent le seuil de perception. Donc c'est un composé qui est bien discriminant pour juger de cette évolution aromatique prématurée, alors qu'elle ne l'est pas, comme on peut le constater ici, pour les vins blancs. Donc nous avons pu montrer également qu'en fait, il y a une évolution très, très sensible des descripteurs utilisés en fonction de la concentration en MND rencontrée dans les vins. Donc on observe dans un premier temps une perte de l'arôme fruité, puis progressivement les notes anisées augmentent puis diminuent pour laisser la place à des nuances pruneaux. Il y a prune écrit, mais c'est pruneau. Et ensuite, ce sont des notes de noyaux qui apparaissent pour arriver sur des notes rancio sur les concentrations les plus élevées. Vous voyez là, on se situe à plusieurs centaines de nanogrammes par litre de MND. Donc, en fonction de la concentration MND, eh bien, l'arôme est significativement modifié, toujours dans un registre qui rappelle le vieillissement prématuré de l'arôme. Nous avons également pu montrer que sur un certain nombre de vins analysés, qu'il existe une bonne corrélation entre la présence de ce composé et ses teneurs et l'intensité du caractère pruneau jugé par les dégustateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une échelle allant de 0 à 5. Nous montrons également que sur le dosage de différents crus de Bordeaux, en l'occurrence, qu'il y a une grande disparité dans les teneurs retrouvées en MND selon les millésimes analysés, et que l'intensité du caractère pruneau est très bien corrélée, comme vous pouvez le voir ici, à la teneur en MND des vins. Donc la 3-méthylnonandione est bel et bien le marqueur de l'apparition de cet arôme dans les vins rouges. Alors, nous avons utilisé le dosage de ce composé pour estimer l'aptitude au vieillissement des vins. Donc, pour ce faire, nous avons analysé dans un même cru une verticale du premier et du second vin. Donc, vous avez en rouge le premier vin et en gris le deuxième vin. Donc, bien sûr, ces vins ont été obtenus par une sélection, par la dégustation de différents lots, comme on procède à Bordeaux. Et on constate que au début, c'est-à-dire sur les analyses ont été effectuées en 2007, donc sur les millésimes les plus récents, la différence n'est pas significative, mais au cours du vieillissement, eh bien, l'écart se creuse. Tout se passe comme si le second vin présentait une aptitude à évoluer prématurément qui est plus importante. Et finalement, c'est quelque chose qui vient valider la sélection du premier vin et du second vin qui avait été réalisée par la dégustation. Nous montrons également que l'incidence de l'oxygène sur la formation de la MND est extrêmement importante. Alors nous l'avions vu dans la génération par les zones odorantes, mais nous constatons ici, en soumettant un vin à une teneur, à une saturation en oxygène, que la teneur en MND augmente progressivement et dans des proportions très importantes, alors qu'évidemment, elle est stable dans le vin dans lequel il n'y a pas eu d'oxygène. Ça signifie que les pratiques de la vinification peuvent induire une augmentation de ce composé dans les vins. Nous avons également étudié, mais de façon depuis pas si longtemps que ça, l'incidence de l'obturateur sur l'évolution prématurée de cet arôme. On sait que dans les vins blancs, l'obturateur joue un rôle essentiel dans la manifestation du vieillissement prématuré. Alors, s'agissant des vins rouges, nous n'avons pas énormément de recul, mais nous comparons ici, et à titre d'exemple, un liège naturel, 3 obturateurs qui ont évidemment des perméabilités différentes, un liège naturel de première qualité,
et 2 types de capsules, l'une étant plus imperméable que l'autre. Les analyses ont été effectuées sur 5 millésimes et nous avons dosé la MND sur des vins qui, au préalable, avaient été soumis à une analyse sensorielle. Donc, ce que l'on constate sur ces essais, c'est que les teneurs en MND sont comparables, plus ou moins, quel que soit le millésime considéré, pour les 3 types d'obturateurs. L'augmentation de la teneur en MND en fonction du millésime est sensible, c'est-à-dire qu'en fonction des conditions climatiques du millésime, eh bien, il y a des teneurs en MND dans les vins qui sont très variables. De la même façon, l'analyse sensorielle à laquelle nous avons soumis ces vins montre qu'il n'y a pas de différence significative détectable à la dégustation sur le type d'obturateur. Donc il semble que l'obturateur joue un rôle moins significatif dans l'évolution de l'arôme des vins rouges que dans l'évolution de l'arôme des vins blancs. Donc pas d'effet de l'obturateur sur ce caractère, en tout cas dans les 5 premières années de la conservation en bouteille. En conclusion, donc, nous pourrions dire que nous identifions 2 bons marqueurs de vieillissement prématuré de l'arôme des vins rouges, que sont la gamma-nonalactone et la méthyl-2,4-nonandione, ce dernier composé étant dosé pour la première fois dans les vins rouges. La gamma-nonalactone, que nous avons appelée ZO1 dans cet exposé, est formée à partir de mécanismes oxydatifs. Elle est générée par la surmaturation et également par l'oxydation. Mais sa présence dans les vins atteint rarement le seuil de perception, ce qui fait qu'on ne peut pas dire qu'elle intervient directement dans l'arôme de pruneau des vins. La 3-méthyl-2,4-nonandione, en revanche, est le marqueur, de notre point de vue, du vieillissement prématuré de l'arôme des vins rouges. Elle est aussi générée par la surmaturation et les phénomènes oxydatifs, mais ces teneurs dans les vins sont très souvent largement supérieures au seuil de perception, et il existe une très bonne corrélation entre la présence de ce composé et l'intensité de l'arôme pruneau perçu dans les vins. Je voudrais dire que certaines pratiques œnologiques, évidemment, compte tenu de ces résultats, sont susceptibles d'accentuer le caractère l'évolution prématurée de l'arôme des vins rouges, et que certains cépages, le merlot en est un exemple, mais il y en a d'autres, sont particulièrement sensibles à cette évolution banalisante de l'arôme des vins. Je vous remercie pour votre attention.